Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous mettre le replay d'un des lives qu'on a effectué notamment sur le Discord. C'est un live sur la blockchain pour vous expliquer ce qu'est la blockchain, son avenir, les problématiques qu'elle risque de rencontrer et globalement comment on peut arriver à une adhésion massive. J'espère que ça va vous plaire et bien évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour de nombreux autres lives. Je vous dis à très vite. Moi, on fait notamment ce podcast pour parler un petit peu de la blockchain. Je pense que par rapport à ce qu'on a déjà vu certaines fois, je vous fais souvent des analyses fondamentales en début de coin, mais c'est des analyses fondamentales rapides, sur lesquelles je n'explique pas ce qu'est la blockchain, et ça parle plutôt aux personnes qui ont déjà une connaissance minimum de la blockchain, et le but de ce podcast, c'est principalement de vous donner une forme de connaissance généraliste sur ce qu'est la blockchain, l'intérêt que ça a, où on en est, et globalement les difficultés, et qu'est-ce qu'il nous faut pour vraiment éclater. Alors, déjà, la notion de blockchain, il faut bien comprendre ce que c'est. Je vais essayer d'être assez généraliste, je vais pas forcément parler de crypto-monnaie, même si je vais en parler à un moment donné, vous allez voir, mais globalement, il faut comprendre ce qu'est la blockchain. La blockchain, avant tout, c'est une technologie. Voilà, c'est vraiment une technologie. Quand on parle de crypto-monnaie, on ne parle pas forcément de blockchain, mais la crypto-monnaie n'est juste que la conséquence d'une technologie. La technologie en elle-même, elle s'appelle la blockchain, et bon, toutes les dérives qu'il y a, parce que maintenant il n'y a plus qu'une notion de blockchain. La notion de blockchain qui a été définie par Bitcoin à l'origine, qui est une chaîne de blocs, c'est-à-dire qu'il y a un bloc 1 dans lequel on va rentrer les transactions, les figer, et avoir un bloc 2 qui va prendre un bout du bloc 1, rentrer de nouvelles transactions et les figer. Ça, il y en a encore assez peu de blockchain de ce style-là. Maintenant, on est arrivé sur des nouveaux types de blockchain avec des complexes, en tout cas une structure complexe, mais ça va pas forcément être la discussion là, quoique, si jamais vous avez des questions, pas hésiter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une technologie qui est globalement une décentralisation d'une base de données. C'est une base de données décentralisée, résiliente, avec de la programmation interpartite. Donc là, globalement, il faut vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que, historiquement, à l'heure actuelle, quand vous allez sur un site web, la base de données et le site en lui-même sont hébergés sur un serveur unique. Serveur unique qui est stocké globalement dans des GAFA, donc pour les plus gros, on va dire Google et Amazon, Amazon en premier et Google en second. En fait, c'est vraiment centralisé dans une partie et sur lequel il n'y a pas de notion de résilience. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de contrôle. Tout est opaque, c'est-à-dire que vous ne voyez pas notamment les données qui sont stockées, vous n'y avez pas accès, il n'y a aucun moyen d'y avoir accès, entre guillemets, vu le nombre de hacks qu'il y a actuellement, sur lequel malheureusement beaucoup de passwords sont leakés sur Internet, mais globalement, c'est une base de données décentralisée, résiliente, avec derrière une couche de programmation. La grosse différence que l'on voit par rapport à actuellement, c'est que c'est quelque chose qui, est accessible, donc on peut contrôler l'intégrité, qui est disponible à tout le monde, et surtout qui est incensurable et insupprimable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une donnée, quand elle est rentrée, tout le monde la voit, tout le monde est capable de vérifier qu'elle est bien là, et surtout on n'est pas capable de la modifier, on n'est pas capable d'altérer les données, on n'est pas capable de la supprimer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà on va avoir toute une problématique d'attaque des données qui n'existe plus. Ce qu'il faut bien assimiler, c'est que c'est une réponse réelle à la problématique, par exemple, des cryptovirus. Pour vous donner qu'un seul exemple. C'est-à-dire que vous pouvez cryptoloquer un nœud, en tout cas du BTC, mais pas les 30 000 en même temps, et ce sera jamais le cas. Et dans tous les cas, même si vous y arriveriez, ça ne servirait à rien dans tous les cas. Et c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est qu'on arrive à avoir quelque chose qui est ultra sécurisé, ultra résilient, et du coup, on se retrouve sur quelque chose de fort. Alors, la notion d'hébergement d'une blockchain, ce qu'il faut comprendre, c'est pour arriver à cette idée-là, qu'est-ce que c'est concrètement ? Concrètement, c'est des personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir créer une genre d'architecture, une série de blocs, et chaque personne présente dans ce réseau qui décide de participer à ce réseau, donc c'est-à-dire qui devient un validateur, un node dessus, va
participer à la sécurité du réseau. C'est-à-dire qu'il va héberger une copie de la blockchain sur son serveur, et ensuite, il va établir et suivre les règles qui ont été notées dans le code de la blockchain pour valider ou non les blocs et les intégrer dessus. Et ça, c'est ça en fait vraiment la technologie. C'est comment 30 000 ordinateurs pour le cadre de BTC, comment 30 000 nodes peuvent communiquer entre eux, être synchronisés continuellement. Alors, bon, je simplifie, hein, bon, parce qu'il n'y a pas de synchronisation exacte, il y a des délais de... Il y a une possibilité d'avoir des écarts sur 3 blocs, enfin bon, après... je vais vraiment dans la simplification, dessus ne m'en voulez pas, et peut-être plus tard on fera une version plus avancée, mais globalement il faut comprendre que comment 30 000 ordinateurs peuvent être synchronisés continuellement, tout en construisant directement les prochains blocs, et en se synchronisant systématiquement. Globalement, c'est ça la technologie de la blockchain. Et pour aller plus loin, la technologie de la blockchain, il y a plusieurs choses. Il y a la notion de sécurité, c'est-à-dire la décentralisation, le fait qu'on ait plusieurs nodes qui travaillent ensemble. On a la notion de protection, avec le Proof of Work et le Proof of Stake. Et on a la notion de consensus. D'accord ? La notion de consensus, c'est quoi ? C'est comment je détermine que la transaction qu'on est en train de me soumettre est bonne. Transaction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, globalement, Monsieur Jacques envoie 10 $ à Monsieur Didier. Comment je sais qu'il dépense pas quelque chose qui, en l'occurrence, n'existe pas, qui n'est pas dans son wallet ? Bah ça, c'est le consensus. C'est ce qui permet de déterminer est-ce que la transaction est légitime ou non. Et c'est aussi ce qui détermine la qualité d'une blockchain. Et on a plein de types de consensus actuellement. On a quand même beaucoup, je vais pas forcément aller là-dessus, mais on va parler notamment un petit peu tout à l'heure des roll-up avec justement le ZK roll-up qui est en train d'arriver en force. Mais on a par exemple sur Avalanche, on a Snowman qui est quelque chose de très fort en termes de consensus. On a l'Ankesis pour Phantom. On a en fait des consensus qui sont des modèles mathématiques déterminés pour pouvoir justement résoudre des équations mathématiques pour déterminer justement, voilà, bah ça, c'est la transaction, elle est bonne. Alors, à côté, on a des choses qui sont structurelles comme Solana, où on en parlera un petit peu après, c'est un petit peu l'idée qu'on va aller. Mais déjà, est-ce que ce concept-là, vous avez des questions ? On va faire une petite pause là. Voilà. Déjà, parce que ça, il faut que ce soit clair. Si ça, c'est pas clair, bon, bah, je reprends et je reformule autrement, parce que c'est vraiment important, parce que sinon ça va pas le faire du tout. Donc n'hésitez pas à noter, je vais continuer mais en lisant sur On Papote, au niveau de la discussion. Donc rappel, clic droit sur On Papote, et vous écrivez sur ouvrir la discussion, et vous pouvez justement me poser vos questions dessus. Mais on va aller. Alors, la question d'Adrien qui nous demande, est-ce que s'il n'y a plus aucun validateur, la blockchain disparaît du coup ? Oui, en effet, c'est une des causes sur lesquelles une blockchain peut disparaître. Bien évidemment, s'il n'y a plus de validateur, une blockchain disparaît. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu l'actualité, mais il y a eu une analyse on-chain qui a été faite, je crois qu'elle est sortie cette semaine, ou hier ou avant-hier. J'ai vu ça passer sur Twitter, très intéressante, qui montre que le BTC, Bitcoin, a été tenu que par 23 personnes. C'est à sa création, pendant quasiment 1 an ou 2 ans, je crois. Uniquement 63 personnes ont été validateurs de la blockchain et ont miné des BTC. Et ça, c'est pour vous dire à quel point on peut partir de loin. Mais en effet, s'il n'y a plus aucun validateur, et même pour être plus clair, s'il n'y a qu'un validateur de la blockchain, bah, globalement, le concept même de la blockchain n'existe pas. Et parce que justement, le principe, c'est d'avoir plusieurs validateurs pour s'assurer que les validateurs en eux-mêmes ont pour but de tout simplement le bien-être de la blockchain et continuer à faire croître la blockchain, donc non pas une vocation d'altérer les transactions. Donc pour ça, il en faut plusieurs qui se vérifient eux-mêmes. Mais oui, en effet, l'absence de validateur peut entraîner la disparition d'une blockchain. Et c'est pour ça qu'il est très important de déterminer est-ce que c'est rentable ou non de valider. Parce que là, on va arriver à la notion de validateur et la notion de blockchain. C'est-à-dire cette technologie-là, qui est une technologie qu'on va aborder un petit peu plus tard sur la notion d'utilité auprès des développeurs, mais cette technologie-là
pour fonctionner, a besoin d'une industrie. C'est quelque chose qui a besoin d'un service. C'est-à-dire qu'on met à disposition un service de stockage et un service surtout de vérification et de sécurité auprès des utilisateurs, auprès des développeurs, pour stocker leurs données et valider globalement leurs données. Ce service-là, il est rétribué avec justement de la crypto-monnaie. C'est le but même de la crypto-monnaie dans une blockchain. Alors, il peut y avoir d'autres choses, on est d'accord, il y a la notion de tokenisation et autres, mais dans le principe même de la technologie de la blockchain, quand on est une blockchain, généralement, on a une forme de rétribution pour ses validateurs. Cette forme de rétribution a tendance majoritairement, même s'il y a deux exceptions, je crois, passer par une émission de crypto-monnaie ou des fees, ce qu'on appelle les frais de transaction, qui sont rétribués aux validateurs. Donc globalement, c'est un service, la technologie de la blockchain, crée en fait une industrie spécialisée dans le stockage, la validation et la décentralisation de l'information. Globalement, c'est ça le plus important. Il faut comprendre ça, c'est que la blockchain, c'est un service, et derrière, c'est une industrie qui est nécessaire pour pouvoir valider ces services-là. Et c'est là où on commence à comprendre vraiment l'intérêt de la blockchain. C'est que derrière, si on a juste la notion de la crypto-monnaie, de la volatilité de la crypto-monnaie, on ne comprend pas ce qui est derrière. Et il faut bien aussi comprendre que c'est un business. Un business, ça veut dire qu'il faut que mes frais soient rentabilisés par mon chiffre d'affaires. Et mon chiffre d'affaires, c'est quoi si je fais du service à la blockchain et que je suis validateur ? Globalement, c'est le prix de ma machine. Donc mon ordinateur, mon serveur, peu importe ce que j'utilise, parce qu'il y a plusieurs types de validateurs à l'heure actuelle, l'énergie que ça me coûte, donc voilà, tout simplement l'énergie que ça consomme, et le temps que je passe à l'entretenir, parce que forcément, on ne peut pas le laisser comme ça. Et le refroidissement, après, il y a plein d'autres choses qu'on peut rentrer sous forme ça. Donc, il faut que les récompenses, donc la crypto-monnaie qu'on m'attribue, soit suffisamment élevée, que ce soit par son nombre ou par le prix de cette crypto-monnaie, pour tout simplement compenser ces frais que j'ai et libérer une forme de bénéfice. Il est évident que si c'est un jeu de somme nulle, sur lequel je n'ai rien gagné, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de miner ? Et c'est là où on se retrouve sur toute une notion d'incentive très forte, qui est justement à mettre en place, et qui a le concept, quand je vous ai abordé sur certaines vidéos, qu'il y a des niveaux sur le Bitcoin qui sont très compliqués à descendre, parce que globalement c'est une industrie qui va être mise à mal, il risque de ne plus avoir suffisamment de validateurs à un moment donné. Alors, oui et non, parce qu'après il y a d'autres vecteurs qui rentrent en compte, ça je vais pas forcément rentrer dedans, mais il va y avoir une diminution de la difficulté, enfin il y a plein d'autres choses qui permettent justement de diminuer les frais, en tout cas des mineurs, mais s'il faut bien comprendre, c'est que derrière, c'est un business, d'accord ? C'est un business d'avoir une blockchain, c'est je crée un service de stockage de données, de validation de données, et derrière, je sous-traite cette validation, ou les différentes étapes de cette validation, parce qu'il peut y avoir plusieurs étapes, et on va en discuter un peu après, à tout simplement des personnes, que ce soit des sociétés ou des personnes tout seules. Ici, je sais qu'il y a quelques mineurs d'Ethereum qui ont quelques cartes graphiques cachées sous leur lit pour miner de l'Ether. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que le petit particulier, il se met dans un pool sur lequel il participe avec plusieurs autres personnes à tout simplement valider les blocs d'Ethereum et donc récupérer des récompenses qui sont 1, la génération de nouveaux Ethers, et 2, les fees en Ether qui sont donnés. Après, derrière, je vais pas forcément parler de la notion d'augmentation des fees par rapport à la taille des blocs, tout ça. À un moment donné, on en discutera peut-être, mais je pense que c'est important d'avoir déjà une première vidéo, un premier podcast, pour parler de cette notion de blockchain, ce que ça représente. En tout cas, technologiquement. L'autre chose, c'est que cette technologie, derrière, c'est un outil qui est utilisé par des développeurs. Il faut comprendre ça, c'est que là, à l'heure actuelle, nous sommes en train de construire quelque chose qui va être utilisé par des développeurs. Alors, pour essayer d'illustrer ça, je vais vous proposer peut-être une analogie pour que ce soit plus simple. Imaginez qu'on est en train de créer une langue. D'accord ? Un nouveau langage qui permet justement de s'exprimer, mais de façon totalement différente. D'exprimer des choses qu'on n'est pas capable déjà de base, par exemple en français, en anglais ou autre, donc des choses inexprimables.
Imaginez par exemple qu'il y a un mot pour justement chaque tonalité d'émotion, ou encore la possibilité à travers un mot de faire ressentir juste une image. Donc juste avec un mot, je suis capable de vous faire visualiser une image. Ce langage, c'est quelque chose qui serait dans votre arsenal, sur lequel je vous dirais, voilà, avec ça, écris un livre, écris un poème, ou fais vivre une idée, ou un concept avec ça. Imaginez, justement, culturellement, ce que ça pourrait engendrer dans une société. Quelle en serait la société qui en découle ? C'est une transformation, c'est vraiment une révolution culturelle et sociétale, si on considère ça comme ça. Là, si vous arrivez à vous refléter ça, dites-vous que la blockchain, c'est cette transposition de cette révolution sociétale en une révolution technologique. Donc la blockchain, dans cette analogie, est un langage à la disposition des créateurs d'applications pour concevoir justement des utilisations et des projets totalement nouveaux, voire même révolutionnaires. Enfin, voire même, non, totalement révolutionnaires, disons-le. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de totalement innovant, dans le sens où ça n'a jamais été fait, et ça donne accès à des choses qui n'ont jamais été faites ni imaginables avant. Et ça, c'est très 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 fort. Alors maintenant, si je vous disais que, globalement, la blockchain, dans cette analogie, en est qu'à la construction de son alphabet. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore construit les mots. Là, on est juste en train de construire les lettres. C'est exactement ça. C'est exactement là où on en est, on en discutera un tout petit peu après. Mais il faut bien comprendre justement ça, au niveau de la technologie en elle-même. Ensuite, on ne peut pas parler de blockchain sans forcément parler de Bitcoin, et sans parler de la technologie Bitcoin, mais de la représentation de Bitcoin à l'heure actuelle. La représentation de Bitcoin à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose qui n'a jamais été aussi fort avant. Je ne parle pas de la technologie, là. Je parle vraiment de ce que représente le Bitcoin en tant que crypto-monnaie, en tant qu'idéologie. C'est ce qu'on pourrait dire un début de transformation réelle, sociétale et économique. C'est une incarnation, même qu'on pourrait caractériser d'idéologique, à travers justement une volonté d'être une monnaie d'échange libre, et en plus d'être d'échange libre, c'est quelque chose qui est accessible à tous, qui est compréhensible, en tout cas à ceux qui désirent, parce que le code de la blockchain qui régit justement cette crypto-monnaie est accessible à tous. Après, ça demande en effet de pouvoir comprendre ce qui est écrit, mais il existe pas mal de guides pour comprendre ce qu'il en est, et du coup, ça veut dire que qui le souhaite peut comprendre ce qui se passe sur la monnaie, et c'est prévisible. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand on compare notamment notre politique monétaire actuelle, qui d'ailleurs depuis 1971 et la fin des accords de Bretton Woods, est globalement une forme d'inflation galopante. Allez, et on rajoute le fait que c'est une dictature monétaire imposée, le dollar est devenu une dictature monétaire imposée un peu à tous les échanges mondiaux. Donc c'est quelque chose qui est totalitaire, contrôlé par une poignée de personnes, sur lequel c'est totalement opaque. Donc on a très très peu d'informations. Donc on se retrouve avec deux choses totalement séparées. Avec quelque chose qui est d'un côté totalement ouvert et sur le libre-échange, et quelque chose à côté qui est totalement refermé et totalement opaque. Et c'est là où on a vraiment une force de l'idéologie du Bitcoin qui prend le pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que la notion de blockchain est vraiment très intéressante. Parce que d'un point de vue technologique, c'est vraiment une transformation technologique, c'est quelque chose qui vraiment change la donne sur beaucoup de choses. On va essayer d'en parler un petit peu après. Et à côté, d'un point de vue idéologique pur, la crypto-monnaie, et là-dessus, pour moi, je vais faire vraiment, je vais être cash pour moi, si on doit considérer une crypto-monnaie en tant que réellement monnaie d'échange libre, pour moi, c'est le BTC. Voilà. Tous les autres sont des crypto-monnaies utilitaires pour la technologie, alors que le BTC a cette connotation d'incarnation idéologique très fort et de monnaie relative. Voilà. Après ça, c'est mon avis uniquement personnel, mais voilà. En l'occurrence, c'est quelque chose qui est réel pour moi. Alors,
une fois qu'on a compris ça, c'est là où on se dit, ah ouais, quand même, on a quand même deux pans qui sont très forts dessus. Il y a la notion de crypto-monnaie, la notion d'échange de monnaie libre et finie, justement, parce que c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que monétairement parlant, on a toujours tendance à dire que l'inflation est bon. Ce qui est vrai, c'est-à-dire dans un système fiat classique, l'inflation c'est bon. L'hyperinflation c'est mauvais. Parce que l'inflation, en l'occurrence, c'est de la création de valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter le prix de $1. $1 reste $1. Par contre, je peux le diluer. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que je peux émettre des dollars qui valent toujours $1. Donc ce qu'on appelle de la dilution, cette dilution entraîne quoi ? Entraîne tout simplement une augmentation des prix, parce que plus il y a de dollars en circulation qui valent 1, forcément c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est ce que j'achète avec qui va augmenter de prix pour compenser cette dilution. À l'inverse de ça, et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très intéressant, c'est que le BTC, notamment le Bitcoin, a quelque chose qui est fini. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va avoir tant de Bitcoin. On ne peut pas outrepasser ça. Par contre, à côté, pour augmenter la valeur monétaire, ce qui est le cas de toutes les monnaies, qui ont le but de toutes les monnaies, c'est que ce n'est pas le nombre, c'est pas un vecteur de dilution pour augmenter la valeur générale. Par contre, ça va être une augmentation de la valeur intrinsèque. C'est-à-dire un Bitcoin ne vaut pas $1, ne vaut pas 1. D'accord ? Il ne vaudra pas 100, par exemple. Aura une valeur qui sera crescendo. Et c'est pour ça que, globalement, beaucoup de personnes expliquent que le Bitcoin aura toujours tendance à aller vers l'infini, d'ordre général. Alors, même si tout est relatif par rapport à ça, mais c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de dilution, ça sous-entend que si c'est utilisé comme monnaie, il y aura une valeur infinie qui sera attribuée liée à la croissance générale qui est adossée à ce BTC. Et c'est ça en fait qui fait aussi la force du Bitcoin et de la transposition du Bitcoin à travers tout ce qu'il englobe, et donc aussi la blockchain d'ordre général. Voilà un petit peu la blockchain, qu'est-ce que c'est et les impacts que ça peut avoir. Mais globalement, technologiquement, à quoi ça sert la blockchain ? À quoi ça sert ? Ça sert aux développeurs de construire de nouvelles choses de façon différente. C'est-à-dire qu'on peut construire des applications avec la blockchain, c'est un arsenal d'outils pour le développeur pour créer des choses qui n'existaient pas avant. Que ce soit à travers la notion de transaction. La notion de transaction, c'est très vague. Quand on parle de transaction, beaucoup de personnes pensent transaction économique. Or, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'une transaction peut être tout sauf économique aussi. Ça peut être des messages, ça peut être des lettres, ça peut être une image, ça peut être plein de choses en fait, une transaction. Mais c'est un modèle d'échange entre personnes, sécurisé, décentralisé, etc., etc., ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, le concept, il est bien, globalement, c'est ça. C'est facile. Entre guillemets, quand on a compris ça, on se dit, ok, voilà, je suis en train de donner à quelqu'un qui était en train de creuser avec une pelle, je suis en train de lui donner justement une pelleteuse automatique pour pouvoir le faire. Forcément, ça marche beaucoup mieux. Mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que quand on regarde, chacune des blockchains va proposer ce qu'on appelle des SDK, qui sont des kits de développement sur lesquels on va avoir des outils en plus, des choses automatisées. Je pense que vous avez déjà entendu le terme, c'est pas le cas, je l'expliquerai, la notion de framework. Si c'est pas le cas, je vous invite à le regarder. Globalement, c'est quoi ? C'est dans les langages de programmation quelque chose qui existe depuis maintenant un certain temps, mais qui s'est normalisé, où on se retrouve avec des frameworks de frameworks, mais globalement, le framework, c'est quoi ? C'est de l'automatisation pour le développeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser, par exemple, 50 lignes pour faire quelque chose, on lui propose d'écrire 2 mots pour représenter ces 50 lignes. Clairement, c'est quoi ? C'est des surcouches qui sont effectuées. C'est de la simplification extrême derrière et de l'automatisation extrême. C'est un petit peu le principe, justement, aussi de ce que fournissent les nouvelles blockchains et à travers les kits de développement qui sont effectués. C'est pour ça que c'est vraiment une technologie très forte dans sa gestion de la donnée aussi. Et c'est pour ça qu'il y a un marché primaire qui est excessivement fort. Si vous écoutez mes quotidiennes, globalement, il n'y a pas une semaine où je vous annonce pas une levée de fonds. Et encore, j'ai pas accès à toutes les levées de fonds, mais et je vous passe celles qui sont à 1, 2, 3 millions de dollars, mais globalement, il y a tout le temps des levées de fonds. Et ça montre à quel point le marché primaire est porteur, la technologie est porteuse, et donc forcément derrière, ça permet de relativiser tout ce qui peut se passer à un moment donné sur un marché secondaire, parce que les cours que vous regardez, quand vous faites un trade, vous tradez quoi ? Vous tradez un marché secondaire. Si vous voulez être dans le marché primaire,
bon bah à ce moment-là vous êtes mineur. C'est-à-dire que vous faites le service dans lequel vous êtes rétribué dans la création du Bitcoin par exemple, et donc vous êtes dans le marché primaire. Et ça permet vraiment de prendre un petit peu de recul. Néanmoins, on a des problématiques. On a des problématiques dans la technologie de la blockchain. On parle souvent du trilemme classique avec la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. Moi, j'irai plus loin. Pour moi, il y a plusieurs vecteurs qui sont problématiques dans le général et sur lesquels on est en train de travailler. Quand je dis on, c'est dans le général, c'est toute la communauté de la crypto et de la blockchain, sur lequel on a en effet la notion de scalabilité qui pose problème, même si on a la notion de sharding qui est en train de se mettre en place fortement. On a la notion de sécurité, et on a la notion de décentralisation, c'est-à-dire la sécurité, quel est le consensus qui va être utilisé, à quelle vitesse on va être capable de tout simplement résoudre la validation de la transaction. La décentralisation, c'est-à-dire combien de notes de validation j'ai, parce que bien évidemment ça repose sur une notion de confiance, c'est-à-dire que si je peux trouver des failles dans une blockchain, c'est très compliqué de garder confiance. S'il n'y a plus de confiance sur une blockchain, la blockchain va être mise à mal très très vite et très durablement. Et donc du coup la notion de décentralisation elle est essentielle. Ensuite on a la notion de programmabilité. Programmabilité c'est quoi ? C'est à quel point je suis capable de construire des applications dessus. Quand je construis une application sur le réseau BTC, donc Bitcoin, je n'ai pas accès du tout aux mêmes outils qu'Ethereum. Faire un petit dispatch entre les deux, globalement, Ethereum, c'est celui qui a apporté les use cases, c'est lui qui a apporté notamment les smart contracts, donc la possibilité de programmer sur la blockchain. À l'heure actuelle, BTC permet une forme de programmabilité, mais qui reste somme toute bien moindre que ce qu'on peut trouver sur les EVM, donc globalement les machines virtuelles Ethereum, donc Solidity avec ce langage très particulier pour la construction des smart contracts Ethereum. Et donc cette notion de programmabilité, elle n'est pas encore suffisante. Elle continue d'évoluer. Quand on regarde, il y a 2 ans, la tête des smart contracts et les smart contracts qu'on peut faire maintenant, c'est juste totalement aberrant l'évolution. Donc c'est en train d'évoluer. Et ensuite, on a la notion d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, et ça je vais l'expliquer un tout petit peu après, enfin, si j'oublie pas, c'est que la blockchain, je dis la blockchain en général, mais c'est globalement le monde de la blockchain. Le monde de la blockchain, c'est un tout. C'est quelque chose qui est unique, c'est-à-dire que si j'ai une application sur Polygon, j'aimerais bien pouvoir aussi parler avec l'application qui est sur Avalanche. Donc c'est un tout, c'est un ensemble, c'est le même principe que si j'ai plusieurs sites internet, il faut que je puisse passer de l'un à l'autre ou envoyer des informations de l'un à l'autre sans me prendre la tête. Et c'est exactement ça la notion d'interopérabilité, c'est de passer d'une blockchain à l'autre, de passer d'une information à l'autre sans complexité. Et ensuite on a la notion de prix des transactions, c'est-à-dire que la saturation du réseau et justement les fees de rétribution des mineurs. Donc ça veut dire aussi que si les prix sont attractifs, donc une transaction coûte peu cher, comment on fait pour rétribuer correctement les mineurs ? Alors, il existe plein de choses pour ça, mais c'est aussi dans l'idée de ça. Et donc pour moi, c'est les différents axes sur lesquels on est en train de travailler actuellement. Si vous m'écoutez déjà depuis un certain temps, je vous parle régulièrement que cette année 2022, on va principalement attaquer la notion d'interopérabilité et de modularité. Je vais en parler un tout petit peu après, cette notion de créer justement de la séparation entre les différents consensus pour pouvoir régler un certain nombre de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà dans la notion de scalabilité, Ethereum ne peut pas scaler. On sait qu'elle ne peut pas scaler. C'est comme ça. Elle a un nombre de blocs limité, elle a une taille de blocs limitée, donc elle peut traiter un certain nombre de transactions minimum. Enfin maximum, pardon. Et donc, pour ça, il y a la notion de layer qui commence à apparaître, avec les layers 2 et les layers 3, qui sont globalement, il faut voir ça comme une déduplication du réseau d'une blockchain dessus. Ça veut dire quoi ? Au-dessus, c'est imaginer que vous avez un filet de sécurité, un énorme filet de sécurité avec des grosses mailles, d'accord ? Mais avec justement des trous énormes dedans. Donc ça peut arrêter que les gros objets, mais très lourds, pas de problème. Bah ça c'est Ethereum. Dessus, vous avez une layer 2 avec des toutes petites mailles, moins solides, mais en tout cas
qui a des trous tout petits, donc il peut récupérer des petits objets. C'est exactement ça la layer 2. C'est-à-dire que ça va être par exemple Polygon dans mon exemple. Alors, bon, Polygon, c'est pas exactement une layer 2, c'est une sidechain / layer 2. Mais on va simplifier, on va dire layer 2. Donc, globalement, ça permet d'apporter une couche supplémentaire à des fonctionnalités supplémentaires à une couche derrière qui va être beaucoup plus sécurisée dessus. Donc Ethereum va apporter de la sécurité à travers sa décentralisation et son consensus, et à côté par-dessus, on rajoute une couche fonctionnelle qui permet justement de décupler le nombre de transactions effectives qu'on peut faire. Voilà. Donc d'ordre général, c'est ce qui permet de faire, et derrière, je pense qu'on va avoir facilement des layers 3, des layers 4 qui arriveront à terme avec potentiellement des fonctionnalités supplémentaires, ou encore une fois, une notion de sharding supplémentaire, donc c'est-à-dire une notion de multiplication du nombre de transactions qu'on peut effectuer. Parce qu'il est évident que pour avoir une adhésion massive de la blockchain, si on n'est pas capable de gérer des milliards et des milliards de transactions, ce ne sera pas possible. Et donc pour ça, la notion de layer, de couche de layer, peut fonctionner. Alors, je parle pas des roll-up et des ZK roll-up, mais globalement, ça on en parlera, pareil des plasmas, j'en parle pas, on fera peut-être des choses dessus, c'est des types de blockchain, ou des types de protocoles qui offrent en fait des services supplémentaires à les blockchains, comme les roll-up. Globalement, ils offrent la possibilité de valider des informations, et donc des transactions, parce qu'il y a plusieurs choses à comprendre. C'est que la validation, c'est des calculs mathématiques, donc ça coûte cher. La création de blocs, ça coûte peu cher en termes de puissance de calcul. Et donc quand on fait appel à un ZK Rollup, ça veut dire que on outsource, donc on fait appel à quelqu'un pour faire le calcul complexe et se faire, et ensuite récupérer justement tout simplement le plat fait. Imaginez que voilà, vous avez des carottes, vous avez la flemme de faire une salade de carottes, de les râper, vous allez les donner au ZK Rollup, le ZK Rollup, hop, tac, il vous fait ça, et il vous renvoie directement le plat de carottes assaisonné en vous disant tiens, c'est bon, c'est pour toi. Donc globalement, c'est exactement ça la notion de Rollup dessus. Alors, du coup, tout ça, si vous comprenez, justement, étant donné que vous allez avoir des blockchains sur des blockchains sur des blockchains, ça veut dire que il faut travailler la notion d'un tout. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comment je fais pour qu'elles communiquent entre elles de façon simple et effective. Et comment je fais, parce qu'il y a une pluralité de blockchains, par exemple Ethereum, Solana et autres, comment on fait pour les faire communiquer ? Globalement, c'est un petit peu l'idée. Comment on fait pour qu'elles communiquent ? Donc ça, c'est la notion de l'interopérabilité. Là-dessus, il y a plusieurs choses. Il y a la notion des layers 0, qui sont des protocoles qui s'occupent eux-mêmes de créer ce qu'on appelle des bridges, donc des ponts entre les blockchains. Et à côté, on a d'autres protocoles qui se disent « Ok, vous inquiétez pas, moi je vous fournis quelque chose, et à partir de là, vous avez accès à tout. » C'est quoi ? C'est Axelar, par exemple. Axelar propose une API, donc quelque chose qui est très simple d'utilisation, pour accéder à toutes les blockchains que Axelar propose. Donc c'est-à-dire, peu importe où je suis capable d'accéder à tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très fort, vraiment très fort, et ça, c'est une problématique qu'on a clairement dans l'interopérabilité, même si ça s'est vachement amélioré depuis 1 an et demi, mais néanmoins, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué, et là, on est en train de le régler. Après, le souci, c'est que, le tout est, la blockchain, l'univers de la blockchain est un tout unique. Ok, on arrive à communiquer entre nous. D'accord, c'est bien, on avance, on progresse. Mais le problème, c'est que les blockchains en elles-mêmes, elles sont différentes les unes des autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ont une structure différente. Elles n'ont pas forcément la même gestion des données. Elles n'ont pas forcément la même structure des données. Donc c'est-à-dire que globalement, là où sur Ethereum le A est à gauche, peut-être dans Solana le A est à droite. Donc comment je fais pour connaître tout ça et pouvoir le faire ? Là-dessus, on a des choses qui rentrent en compte. On a notamment ce qu'on appelle des indexeurs, comme par exemple The Graph GRT. Donc je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je vous invite à la regarder. On a Covalent, qui sont justement là pour pouvoir permettre, qui sont des interprètes un petit peu pour pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment important. Mais on a toujours un problème. C'est que
il y a la notion de langage. Je vous explique pourquoi. La notion de langage, elle est très simple, c'est que globalement, vous savez, quand vous faites une transaction, on vous demande, je parle en SR20, est-ce que je transfère mes fonds en SR20, est-ce que je le transforme en BEP20, est-ce que je l'envoie en Solana. Ça, c'est le langage interne de la blockchain. Alors, j'essaie de simplifier au maximum, je suis désolé. Et donc, ce langage interne, un token, donc quelque chose qui est ECR20, ne pourra pas aller nativement sur quelque chose qui ne comprend pas le ECR20. Alors il y a beaucoup de blockchains, par exemple, donc ECR20 c'est Ethereum, il y a beaucoup de blockchains qui supportent ce qu'on appelle les EVM compatibles, donc qui supportent le protocole d'Ethereum pour pouvoir justement comprendre ce que Ethereum dit et fait, mais il y en a d'autres où c'est pas le cas. Et ça, c'est encore une problématique à régler, sur lequel on a derrière des solutions qui sont en train d'apparaître au fur et à mesure, mais néanmoins, on sait qu'on a une problématique comme ça. Pourquoi ? Parce que, aussi, ça veut dire qu'on dépend de la notion de bridge pour pouvoir interfacer les objets. Vous vous êtes jamais posé la question, quelle est la différence entre un BTC et un WBTC, un wrap BTC ? En l'occurrence, c'est quoi ? C'est globalement, le BTC a son propre protocole, et le wrap BTC, c'est une image de ce BTC sur un protocole qui ne supporte pas le langage de BTC. Globalement, c'est comme si vous avez un bout de papier marqué « Tiens, tu as un BTC ici ». Mais t'inquiète pas, je garde le BTC sur le réseau BTC, qui représente le BTC que tu as. Bon, voilà, c'est un petit peu l'idée d'ordre général, mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire concrètement que la liquidité n'est pas liquide. Ça veut dire que l'argent qui circule dans les blockchains est obligé de passer par des notions de wrapping, et donc des notions de non-liquidité, pour pouvoir évoluer d'une main à une autre en fonction de la blockchain où on en est. Tant que ça, on n'arrive pas à le régler, on aura aussi des problématiques, notamment avec des gros hacks qui peuvent arriver, comme on a eu le plus gros hack, notamment depuis le début de l'année, si je dis pas de bêtises, ou si les chiffres sont bons dans ma tête, avec Wormhole, qui nous a saucé une grosse partie de wrap ETH, donc des tokens Ethereum wrappés, sur Solana. Et du coup, on se retrouve vraiment avec des problématiques liées là-dessus. Alors, là, c'est aussi un gros souci. Globalement, le monde de la blockchain est en train de travailler dessus. Il y a Osmosis qui est en train de travailler la notion d'hyperliquidité avec le devwrapping automatique. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Bon, le problème, c'est qu'il y a eu un hack de Osmosis. Là. Mais néanmoins, il y a un concept qui est en train de se faire et je pense que courant de l'année prochaine, on va avoir des solutions sur ça. Et ensuite, il y a la notion de modularité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je construis une blockchain, je suis obligé de penser à la scalabilité, je suis obligé de penser à la programmabilité, à la décentralisation, je suis obligé de penser à tout ce que j'ai dit avant. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'argent de pouvoir développer ça, ça demande des compétences qui sont parfois très compliquées à avoir. Le recrutement en Web3 est vraiment compliqué. Il faut vous dire que là, à l'heure actuelle, c'est une des industries à l'heure actuelle qui recrute le plus et qui a le plus de difficultés à recruter. Donc ça veut dire qu'il y a les salaires qui sont les plus élevés. Ça fait partie, en tout cas, des cursus sur lesquels il y a des salaires les plus élevés, parce que de base, c'est très compliqué de recruter dans ce domaine-là. Il y a très peu de personnes qui ont les compétences nécessaires déjà aussi pour, par exemple, développer concrètement des nouveaux principes de cryptographie ou d'innover dans ce secteur-là, ou en tout cas de développer une blockchain de A à Z. Et donc c'est pour ça que, notamment, il y a des blockchains qui proposent d'utiliser leur technologie à eux, ce qu'on appelle notamment Matic a lancé ses nets dessus, nous avons Avalanche qui a noté ses nets aussi, donc le subnet d'Avalanche et le supernet de Matic, on a les parachains de Polkadot, donc globalement on a la possibilité d'avoir ça, mais ça reste quand même limité, on est obligé d'utiliser une blockchain d'un autre, d'une autre entreprise ou d'une autre fondation, et donc on est limité à la progression qu'ils auront à travers leur évolution. Mais si je souhaite le faire moi-même, c'est très compliqué, et c'est pour ça qu'à côté, il y a la notion de blockchain modulaire qui apparaissent, avec notamment Celestia, on va vous faire un dossier dessus principalement, qui vous propose tout simplement un bout
de leurs fonctionnalités. C'est-à-dire que tu as envie d'utiliser Celestia pour, par exemple, la sécurité et la validation de tes transactions, tu peux. Tu as envie d'utiliser pour, justement, son consensus, tu peux. Et ça veut dire que tu peux avoir un bout de blockchain à la demande. Et là, en l'occurrence, c'est goldé, parce que ça veut dire que le développement d'une blockchain est beaucoup plus simple. Je peux me concentrer sur ce que je fais d'habitude, je peux avoir besoin d'une information ou quelque chose à part, je pourrais faire appel notamment à ces blockchains modulaires pour récupérer un bout et être tranquille. Voilà. C'est un petit peu l'idée globale de ce qui est en train de se passer au niveau de la modularité, et je pensais que ça allait être un tout petit peu plus rapide, mais c'est un petit peu plus long. Je pense que, en effet, le fait qu'on soit en correction sévère, voire très très sévère, fait que ça prend plus de temps à sortir, mais quand ça sortira, on aura en effet plus d'outils pour les développeurs pour pouvoir développer des applications. Voilà. Alors, à côté, nous avons, si on réfléchit un petit peu où on en est, pour vous donner un ordre d'idée, si on regarde un petit peu cette dernière année, on a quand même le BTC qui a été adopté par 2 États, donc le Salvador et la République de Centrafrique. D'ailleurs, si vous posez la question de pourquoi, je pense que ça fera l'occasion d'un autre podcast, parce que ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi des pays en voie de développement qui sont assujettis notamment à une monnaie différente de la leur, parce qu'il faut comprendre que les monnaies du Salvador, historiquement, et de la République centrafrique sont adossées l'une au dollar et l'autre à l'euro, donc ils ne sont pas maîtres de leur propre monnaie. Pourquoi ils choisissent une monnaie externe telle que le Bitcoin ? Ensuite, nous avons quand même 3000 milliards qui ont été injectés dans les sociétés ou des fondations développant des solutions de blockchain en un an. Quand même beaucoup. Nous avons le gouvernement US qui a donné son aval à la mise en place d'une régulation favorable au développement des cryptos et de la blockchain. C'est quand même très positif. En Europe, bon, on a une réglementation en discussion. Bon, heureusement, chez nous les Européens, c'est jamais très simple. On est toujours en train de discuter et d'essayer de réglementer quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais bref, néanmoins, c'est une réglementation qui est en cours de discussion. Ça veut dire qu'on accepte son existence. On légalise son existence. Certes, on le réglemente, mais tant qu'on ne l'interdit pas, de toute façon, je pense que ça, par contre, ils ont bien compris qu'ils ne peuvent pas l'interdire. Mais néanmoins, à partir du moment où on a une notion de réglementation, ça veut dire que c'est positif. Ça existe et on accepte son existence dans la vie de tous les jours. Et ensuite, en un an, on a eu quand même plusieurs milliers de projets concrets qui ont éclos, globalement, notamment en finance décentralisée, mais pas que ce soit un projet réel d'utilisation. Et à côté, on a la forme de DAO, donc les organisations autonomes décentralisées, qui fleurissent un petit peu partout et qui commencent à essayer d'avoir des cadres juridiques un petit peu partout. Donc ça, c'est vraiment, vraiment positif. Et globalement, si je dois résumer où on en est, je pense que la blockchain est en phase clairement de maturation et de développement. On en est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu à l'alphabet d'une langue. On est sur une phase où on est en train de tester les technologies, on est en train d'évoluer, on est en train de construire quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le même principe. Beaucoup de personnes font l'analogie avec Internet, mais pas forcément l'outil Internet, mais le protocole Internet. Et globalement, les protocoles nécessaires pour qu'Internet fonctionne, parce qu'il n'y en a pas qu'un de protocole, il y en a une pluralité, c'est un petit peu l'idée. On est en train de construire les différents protocoles qui, ensemble, feront justement la technologie générique de la blockchain, et c'est l'idée que j'en ai en tout cas, moi, de ma part. On est dans une phase de maturation, on est dans une phase de construction, et ça c'est positif parce que ça veut dire qu'on a encore toute la phase d'adhésion devant nous. Et justement, cette phase d'adhésion, je vais en discuter juste quelques secondes, et après on attaquera les questions. Alors la phase d'adhésion massive, pour information, moins de 5% de la population planétaire utilise et possède de la crypto-monnaie, donc il reste quand même beaucoup de monde à y aller. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand même un grand nombre d'utilisateurs sont des personnes non pas de pays riches, mais justement de pays avec des problématiques monétaires. Et qu'est-ce qu'il nous faut globalement pour avoir une adhésion massive ? C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on attend pour que on ait une explosion totale de la notion de blockchain et de crypto-monnaie. Alors déjà, il faut le temps. Alors là, clairement, la première chose, c'est le temps. Il faut être patient. Ça, il n'y a pas à transiger là-dessus. Il va falloir être patient quoi qu'il arrive. Patient, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a la notion
clairement d'accessibilité. C'est-à-dire que rentrer dans l'univers de la crypto-monnaie n'est pas simple. Rentrer dans l'univers de la crypto-monnaie n'est pas donné à tout le monde, demande beaucoup de temps. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'ai regardé le reportage d'Arte dessus il y a pas si longtemps, je crois, il y a un mois, quelque chose comme ça. Et c'était très intéressant parce que le spécialiste, donc ça commence directement, c'était une émission de 20 minutes, et le spécialiste dit: alors, je vous arrête tout de suite. Déjà, pour comprendre le complexe, enfin l'idée de blockchain, donc comprendre la finalité, bon, il faut 1000 heures. Soit 100 jours à 10 heures par jour, soit 1000 heures. Alors, je trouvais que c'était un petit peu excessif au début, mais en y réfléchissant, je pense que c'est pas faux, parce que c'est un petit peu l'idée. On ouvre une porte, on fait « Ah ouais, je commence à comprendre ». On regarde un petit peu plus, on fait « Mais attends, mais pourquoi il y a 10 portes après derrière ?» Et ainsi de suite. On ouvre encore une porte, on fait « Ah, tranquille ». Ah mais pourquoi il y a encore 10 portes derrière ? Et ainsi de suite. Et globalement, c'est vraiment le principe de la crypto-monnaie, et c'est aussi le but du Discord qu'on a monté. Et c'est ce concept que je veux défendre, c'est d'avoir un endroit sur lequel on a accès à un maximum d'informations sur la notion de blockchain et faciliter l'accessibilité au monde de la crypto et de ce qu'il en découle forcément, de la notion aussi d'investissement et de trading qui est lié forcément à la crypto-monnaie, mais aussi comprendre ce qu'est la blockchain, comprendre ce qu'est une crypto, et comprendre l'univers de la crypto. Parce que je pense qu'il est essentiel, lorsque l'on investit quelque part, de comprendre ce sur quoi on investit, et quels en sont les points positifs, et surtout les points négatifs, quels en sont les blocages, et quelles en sont l'évolution possible. Et c'est vraiment le concept même de la chaîne, et le concept même du Discord en lui-même, parce que pour moi, actuellement, il y a trop d'informations qui sont contradictoires, trop d'informations qui sont éparpillées, et je veux rendre accessibles ces informations-là, à travers notamment le Discord. Et c'est pour ça que on est dans cette notion d'accessibilité, et même en ayant ça, il faut comprendre que Madame Michu, ou l'utilisateur classique du Web 2.0 et des GAFA d'ordre général, ne trouve pas accessible la notion de crypto-monnaie. Donc il faut rendre accessible. Ça passe aussi par une simplification réelle de l'utilisation de la crypto-monnaie, rendre l'utilisation de la blockchain d'ordre général totalement transparente, ne pas demander à quelqu'un d'aller créer un wallet, de retenir ses 24 mots en lui disant « Attention, si tu les oublies, tu perds ton compte en banque ». C'est pas possible, d'ordre général, c'est quelque chose qui est totalement bloquant. Alors ça, il faut arriver à transcender ça et offrir en fait une expérience utilisateur totalement transparente où la personne ne se dit pas j'utilise de la blockchain, ouais super, j'utilise de la crypto. Non, c'est tout simplement j'utilise par exemple mon téléphone comme je le fais d'habitude et à côté on arrive à avoir une valorisation de la blockchain par l'utilisation qu'on en fait et non pas le fait qu'on est sur la blockchain. Et donc ça, pour moi, c'est à partir du moment où on aura cette notion de simplicité, de transparence et d'accessibilité, et que bien évidemment, technologiquement, on arrive à assumer la volumétrie de données massive que ça engendrera, on aura une adhésion massive, et ça, c'est vraiment essentiel pour moi, et c'est plus ou moins un peu ce que l'on attend d'ordre général. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut donner le temps. On est en train de construire quelque chose, il faut prendre le temps de construire correctement tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Alors, je pense que j'ai rien oublié. En tout cas, ma mémoire me dit que j'ai passé un petit peu tout ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui dessus. Donc n'hésitez pas au niveau des questions, je vais regarder un petit peu ce qui s'était posé et repasser dessus. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition
gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus. Tu auras toutes les informations.